Mon frère, l'enfant chéri, a tout eu de nos parents. Quand j'ai mentionné ma troisième propriété lors d'un barbecue, il a explosé de jalousie. Mais la réplique de mon grand-père a fait taire toute la famille. J'étais dans le jardin de mon enfance pendant ce qui aurait dû être un paisible barbecue familial, regardant mon frère, l'enfant chéri Mathieu, lancer sa bouteille de bière directement vers mon visage après que j'ai mentionné nonchalamment l'achat de mon troisième bien locatif. Notre mère, Sylvie, a éclaté en sanglots hystériques. Notre père, Philippe, s'est complètement figé, son hamburger à mi-chemin de sa bouche, et toute la famille élargie regardait, abasourdie et silencieuse. Le verre ambré s'est brisé contre la clôture en bois derrière moi, la mousse de bière dégoulinant sur les lattes comme des larmes accusatrices. Puis notre grand-père de 82 ans, Georges, s'est mis à rire, un rire profond et entendu qui a transpercé le chaos comme une lame. Il s'est lentement levé de sa chaise de jardin, a regardé Mathieu droit dans les yeux, des yeux qui avaient vu 8 décennies de secrets de famille, et a dit quelque chose qui allait faire voler en éclats 28 ans d'une dynamique familiale soigneusement construite. Grandir dans la famille Durand signifiait comprendre une règle fondamentale, Mathieu passait toujours en premier. J'ai appris cette leçon à 18 ans, lorsque sa lettre d'acceptation à HEC Paris est arrivée le même jour que mon acceptation en IUT. La maison a éclaté de joie pour Mathieu, tandis que mon enveloppe est restée non ouverte sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours. Maman avait immédiatement appelé tous les parents dans un rayon de 80 km pour annoncer que son précieux fils allait fréquenter la plus prestigieuse école de commerce de France. Papa a ouvert une bouteille de champagne qui était dans notre cave depuis le jour du mariage de mes parents, la gardant pour ce qu'il appelait une occasion vraiment spéciale. Pendant ce temps, je me suis discrètement inscrite à l'IUT de Sceaux pour mon DUT en gestion des entreprises et des administrations. Personne ne m'a demandé mes projets ni ne m'a félicité. J'étais le bruit de fond dans la symphonie des réussites de Mathieu. Le schéma s'est poursuivi lorsque Mathieu a eu 17 ans. Papa l'a surpris avec une BMW série 3 berline flambant neuve, avec intérieur en cuir et système audio haut de gamme. La peinture argentée métallisée brillait dans notre allée comme un trophée. Mathieu a agi comme s'il le méritait, mentionnant nonchalamment à ses amis que ce n'était qu'une première voiture en attendant d'être diplômé. Je travaillais à 2 emplois à temps partiel depuis l'âge de 16 ans, un chez Carrefour et un autre dans un restaurant local, économisant chaque euro pour acheter mon propre moyen de transport. 6 mois plus tard, j'ai finalement réussi à rassembler assez d'argent pour une Renault Clio vieille de 10 ans avec 200 000 km au compteur. La climatisation ne fonctionnait pas et la radio ne captait que les stations AM, mais elle était à moi. J'avais gagné chaque centime. Quand Mathieu a été diplômé de HEC, papa lui a remis les clés d'un bureau d'angle chez Durand BTP, ainsi que des cartes de visite en relief qui disaient « Mathieu Durand, vice-président des opérations ». Il avait 21 ans et n'avait jamais manié un marteau ni lu un plan de sa vie. Papa a justifié cela en prétendant que Mathieu avait besoin d'une expérience de direction pour reprendre un jour l'entreprise familiale. Le népotisme était si flagrant que même certains des employés de longue date de papa ont commencé à grogner sur l'équité et les qualifications. Pendant ces mêmes années, je bûchais en cours du soir à l'université tout en travaillant à plein temps la journée. J'avais fait valider mes crédits de l'IUT à la Sorbonne et je terminais ma licence en finance, un cours à la fois. Mes journées commençaient à 6 heures du matin en tant qu'assistante administrative dans un petit cabinet comptable, et mes soirées se passaient dans des amphithéâtres à apprendre l'analyse de marché et les stratégies d'investissement. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et sans aucune dette étudiante, ayant payé chaque crédit moi-même. Pendant que Mathieu était préparé à hériter d'un empire du bâtiment, je construisais tranquillement quelque chose à moi. J'avais étudié les marchés immobiliers pendant des mois, analysant les tendances des quartiers et la valeur des propriétés dans toute l'Île-de-France. À 25 ans, j'ai acheté ma première propriété locative, une modeste maison de 3 chambres à Meudon qui nécessitait des rénovations esthétiques mais avait une excellente structure. J'ai passé des week-ends à peindre les murs, à remplacer les luminaires et à apprendre la plomberie de base grâce à des vidéos YouTube. En 6 mois, j'avais des locataires fiables qui payaient un loyer suffisant pour couvrir le prêt, avec 400 € de surplus chaque mois. 2 ans plus tard, j'ai acheté ma deuxième propriété en utilisant la valeur nette de la première comme à compte. C'était un duplex à Saint-Cloud qui générait un flux de trésorerie encore meilleur. Je réinvestissais chaque bénéfice, vivant modestement dans un petit appartement tout en constituant un portefeuille qui me fournirait un jour l'indépendance financière. L'ironie ne m'échappait pas, Mathieu, malgré son diplôme d'une grande école et son poste de direction, vivait toujours dans la chambre d'amis de mes parents à 28 ans. Il conduisait sa BMW au travail chaque matin,
portait des costumes coûteux que maman lui achetait, et passait ses soirées à jouer à des jeux vidéo ou à sortir dans des restaurants chers que la carte de crédit de papa finançait. Cela nous amène au barbecue familial de dimanche dernier, une tradition annuelle où notre famille élargie se réunissait pour célébrer la fin de l'été. Oncles, tantes, cousins et grands-parents remplissaient notre jardin, le même espace où Mathieu et moi avions joué enfant. Grand-père Georges tenait la cour près du barbecue, partageant des histoires de ses 40 ans en tant qu'entrepreneur général avant que papa ne reprenne les opérations de l'entreprise. J'avais une conversation décontractée avec ma cousine Julie sur les changements de carrière quand elle a mentionné vouloir se lancer dans l'investissement immobilier. En fait, ai-je dit, en gardant ma voix basse et conversationnelle, je viens de conclure l'achat de ma 3e propriété la semaine dernière. C'est un petit immeuble d'appartements à Versailles avec 4 logements. Les chiffres semblent très prometteurs pour une plus-value à long terme. Les mots étaient à peine sortis de ma bouche quand j'ai remarqué que Mathieu avait arrêté sa conversation en plein milieu. Son visage est devenu complètement rouge, le genre de rougeoiement de colère dont je me souvenais des crises de son enfance quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait immédiatement. Il s'est approché d'un pas lourd de l'endroit où Julie et moi nous tenions. Sa bouteille de bière était si serrée dans son poing que ses jointures étaient devenues blanches. 3e propriété, a-t-il grondé assez fort pour que les conversations voisines commencent à se taire. Tu es sérieusement en train de mentir aux gens en te faisant passer pour une sorte de magnate de l'immobilier? Tu travailles comme secrétaire et tu vis dans ce studio pathétique en centre-ville? L'accusation m'a piqué car elle révélait à quel point mon propre frère connaissait peu ma vie. Il avait été tellement absorbé par son propre privilège qu'il n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement comme travail ou comment je passais mon temps. J'avais été promu analyste financière senior dans mon entreprise 2 ans plus tôt et j'avais déménagé du studio il y a 18 mois. Mathieu, je ne mens sur rien, ai-je répondu calmement. J'investis dans l'immobilier locatif depuis que j'ai 25 ans. Ça a commencé petit mais. Connerie. A-t-il explosé, et c'est là qu'il a lancé sa bouteille de bière de toutes ses forces. J'ai esquivé instinctivement, sentant la brise alors que la bouteille passait en sifflant près de ma tête et explosait contre la clôture. De la bière et des fragments de verre se sont dispersés sur la terrasse, et notre Golden Retriever Max s'est précipité vers la maison. Tout le jardin est tombé dans le silence, à l'exception des sanglots immédiats de maman. Elle a couvert son visage de ses mains, se balançant d'avant en arrière sur sa chaise pliante comme si elle assistait à une catastrophe naturelle. Papa était figé, son hamburger toujours suspendu en l'air, la bouche bée de choc. L'oncle Pierre a posé son verre et s'est rapproché de sa femme et de ses enfants pour les protéger. C'est alors que le rire de grand-père Georges a percé la tension. Ça a commencé par un petit rire étouffé, puis s'est transformé en un rire franc et sonore qui semblait trouver une véritable drôlerie dans le chaos. Il s'est levé lentement de sa chaise de jardin, ses mains burinées agrippant les accoudoirs pour se soutenir, et a fixé Mathieu d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Mon garçon », a-t-il dit d'une voix qui portait l'autorité de 8 décennies, « tu viens de piquer une crise à propos du succès de ta sœur alors que tu voles l'entreprise familiale depuis 3 ans. » Ces mots ont frappé l'assemblée comme un coup physique. Mathieu est devenu blême. Papa a complètement lâché son hamburger et les pleurs de maman se sont arrêtés si brusquement que c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Grand-père Georges a sorti de la poche de sa chemise une enveloppe pliée, épaisse de papier. Je suis l'associé silencieux de Durand BTP depuis 40 ans, et j'ai surveillé les comptes de très près ces derniers temps. Mathieu, tu as détourné des fonds de l'entreprise, 87 000 € en fausses factures, notes de frais gonflées et argent liquide détourné de chantiers non déclarés. J'ai des relevés bancaires, des chèques annulés et la documentation de chaque transaction frauduleuse. L'accusation a atterri comme une bombe dans notre paisible jardin de banlieue, et j'ai réalisé que ma mention désinvolte d'un investissement immobilier venait de déclencher la révélation d'un crime qui allait détruire les fondations de ma famille pour toujours. Le silence qui a suivi la révélation de grand-père Georges s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 15 secondes. L'oncle Pierre l'a rompu en guidant doucement sa femme Carole et leurs 2 filles adolescentes vers la maison, murmurant quelque chose à propos d'aller chercher plus de glaçons dans la cuisine. D'autres membres de la famille ont commencé à trouver des excuses pour s'éloigner de la zone d'impact immédiate, bien que personne n'ait réellement quitté la propriété. C'était le genre de drame familial dont on parlerait pendant des années. Mathieu était figé, son visage passant par une série d'expressions comme une machine à souder traquée, choc, déni, rage, peur, puis de nouveau le choc. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant que des mots ne sortent. C'est absolument ridicule,
a-t-il finalement balbutié, mais sa voix s'est brisée sur le mot absolument. Je ne volerai jamais l'entreprise de papa. C'est insensé. Papy, tu as 82 ans. Peut-être que tu es confus à propos de certains papiers ou... Confus? La voix de Georges avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Il a ouvert l'enveloppe et a étalé plusieurs documents sur la table de pique-nique, les lestant avec la salière et la poivrière pour les empêcher de s'envoler. Ces relevés bancaires montrent des dépôts en espèces sur ton compte personnel qui ne correspondent à aucun salaire ou bonus légitime. Cette facture ici concerne une livraison de bois sur un chantier que nous avons terminé 6 mois avant la date indiquée sur le papier. Et cette note de frais prétend que tu as acheté pour 8 000 € d'outils électriques qui ne sont jamais apparus dans notre inventaire. Papa a finalement retrouvé sa voix, s'approchant pour examiner les papiers que Georges avait disposés sur la table. Son visage est devenu de plus en plus pâle à mesure qu'il examinait chaque document. Mathieu, qu'est-ce que c'est? Ces factures portent ma signature, mais je ne me souviens pas avoir autorisé ces achats. Parce que tu ne les as pas autorisés, a dit Georges d'un air sombre. Il a utilisé le tampon signature de ton bureau. J'ai remarqué des anomalies dans les rapports trimestriels il y a environ 6 mois et j'ai commencé ma propre enquête. Maman avait cessé de pleurer mais avait l'air sur le point de s'effondrer. Elle agrippait si fort les bras de sa chaise de jardin que je craignais qu'elle ne bascule en arrière. Il doit y avoir une explication, a-t-elle murmuré. Mathieu ne volerait pas sa famille. Il traverse une période difficile avec le stress du travail, mais il ne ferait pas quel stress au travail, me suis-je surprise à demander avant de pouvoir retenir les mots. Il arrive au bureau à 10 h du matin, prend des déjeuners de 2 heures et part à 16 h. La moitié du temps, il joue à des jeux sur son ordinateur au lieu de réviser des contrats. Mathieu s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants de fureur. Comment pourrais-tu savoir quoi que ce soit sur mes horaires? Tu ne travailles pas dans le BTP. Tu ne comprends pas la pression de gérer de grands projets et les relations avec les clients. Je passe devant l'immeuble de bureau tous les matins à 8h30 en allant au travail, ai-je répondu. Ta BMW n'est jamais sur le parking avant 10 h. Et le mari de Julie, Luc, travaille comme électricien sur plusieurs de vos chantiers. Il a mentionné que tu te montres rarement sur les sites et que, quand tu le fais, tu passes la plupart du temps au téléphone pour des appels personnels. Ces détails supplémentaires semblèrent dégonfler l'indignation de Mathieu. Papa le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la déception mêlée à une véritable confusion, comme s'il voyait son fils clairement pour la première fois. Mathieu, dit papa doucement, j'ai besoin que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises la vérité. As-tu volé de l'argent à notre entreprise? Au lieu de répondre directement, Mathieu s'est lancé dans une stratégie de diversion désespérée. Tout ça vient d'elle, a-t-il dit en me pointant du doigt d'un geste tremblant. Elle est jalouse de mon succès depuis que nous sommes enfants. Elle a probablement manipulé papy pour lui faire croire à ses mensonges afin de détruire ma réputation et prendre ma place dans l'entreprise. L'accusation était si absurde que j'ai éclaté de rire. Prendre ta place dans l'entreprise, Mathieu? J'ai une carrière en analyse financière. Je n'ai jamais exprimé le moindre intérêt pour la gestion de construction, et je n'ai certainement pas manipulé un homme de 82 ans pour qu'il fabrique des relevés bancaires et de fausses factures. Georges s'est avancé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui a bâti une entreprise à partir de rien et l'a dirigée avec succès pendant 4 décennies. Personne ne m'a manipulé. Je suis ces irrégularités depuis des mois, en utilisant les mêmes méthodes de comptabilité judiciaire que j'ai apprises quand le fisc nous a contrôlés en 1995. Chaque élément de preuve est documenté, recoupé et vérifié. Papa s'est assis lourdement à la table de pique-nique et a commencé à examiner les papiers plus attentivement. Le hamburger qu'il avait laissé tomber attirait les mouches, mais personne ne semblait le remarquer. Après plusieurs minutes d'examen silencieux, il a levé les yeux vers Mathieu, les larmes aux yeux. Ces signatures ressemblent exactement aux miennes, mais je me souviens spécifiquement avoir choisi de ne pas approuver cette commande de bois parce que nous avions un surplus de stock du chantier précédent. Et cet achat d'outils. Mathieu, je t'ai demandé de rechercher de nouveaux fournisseurs d'équipements, mais je t'ai dit de ne passer aucune commande sans me soumettre les coûts finaux d'abord. La défense de Mathieu s'effondrait, mais au lieu d'admettre sa culpabilité ou de montrer du remords, il a redoublé de colère. Très bien, peut-être que j'ai pris quelques décisions de direction sans obtenir d'approbation d'abord, peut-être que j'ai simplifié certains processus d'achat pour améliorer l'efficacité, mais appeler ça du vol est complètement injuste. J'essayais d'aider l'entreprise à se développer.
Aider l'entreprise à se développer en déposant des chèques de la société sur ton compte bancaire personnel. La question de Georges flottait dans l'air comme de la fumée. Mathieu s'est dirigé d'un pas rageur vers la maison, puis s'est retourné pour une dernière explosion. Cette famille n'a jamais apprécié quoi que ce soit que j'ai apporté. J'ai un diplôme de HEC. J'ai apporté des pratiques commerciales sophistiquées à une petite entreprise de construction de province. J'ai travaillé à moderniser les opérations et à améliorer la rentabilité, et voilà les remerciements que je reçois. Vous allez tous regretter de m'avoir traité comme un criminel. Il a disparu dans la maison, nous laissant nous regarder les uns les autres dans un jardin parsemé de verres brisés et d'illusions fracassées. Maman pleurait à nouveau, mais doucement cette fois, comme quelqu'un qui pleure un mort. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 1 heure. Les autres membres de la famille ont commencé à revenir dans la zone immédiate, attirés par la curiosité et le sentiment que la crise avait atteint une sorte de plateau temporaire. Tante Carole s'est approchée de maman et lui a frotté les épaules, tandis que l'oncle Pierre a commencé à nettoyer la bouteille de bière cassée avec une petite balayette qu'il avait trouvée dans le garage. Je me sentais étrangement détaché du chaos, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre s'effondrer. L'investissement immobilier qui avait déclenché toute cette confrontation semblait soudain trivial par rapport à l'ampleur de ce qui avait été révélé. Mon frère avait systématiquement volé l'entreprise de notre père tout en menant un style de vie financé par la fraude et la générosité familiale. 3 jours se sont écoulés avant que Mathieu ne sorte de son isolement volontaire. Pendant ce temps, papa a passé des heures au bureau à examiner les dossiers financiers avec Georges et leur comptable de longue date, Patricia Dubois. L'ampleur totale du vol est devenue plus claire à chaque séance d'examen. Mathieu avait été remarquablement systématique et sophistiqué dans son approche du détournement de fonds. Mercredi soir, Mathieu a convoqué une réunion de famille. Il a demandé à tout le monde de se réunir chez mes parents à 19 h, affirmant avoir des informations importantes qui clarifieraient les malentendus de dimanche. Son ton au téléphone était confiant, presque arrogant, ce qui semblait étrange compte tenu des preuves présentées contre lui. Je suis arrivé et j'ai trouvé Mathieu assis à la table de la salle à manger avec une mallette en cuir noir posée devant lui comme un bouclier. Il portait l'un de ses costumes coûteux et avait les cheveux parfaitement coiffés, comme s'il se préparait pour une présentation commerciale plutôt que pour répondre à des accusations de comportement criminel. Je remercie tout le monde d'avoir pris du temps sur son emploi du temps, a-t-il commencé, sa voix portant le ton poli qu'il utilisait avec les clients du BTP. J'ai passé les 3 derniers jours à mener ma propre enquête sur les irrégularités financières que grand-père Georges a découvertes, et je crains que la situation ne soit plus compliquée que ce que nous pensions initialement. Il a ouvert la mallette avec une précision théâtrale et a commencé à sortir des documents organisés dans des pochettes en plastique transparentes. La présentation semblait répétée, comme s'il avait pratiqué ce moment plusieurs fois devant un miroir. Après avoir examiné les registres de l'entreprise et recoupé les notes de frais avec les calendriers des projets, j'ai découvert que le vol identifié par Georges est réel. Cependant, il a identifié le mauvais coupable. Mathieu a fait une pause dramatique, laissant ses mots s'imprégner avant de livrer ce qu'il considérait clairement comme une révélation dévastatrice. La personne qui détourne des fonds de Durand BTP, c'est Audrey. L'accusation m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. J'ai senti ma respiration devenir courte et ma vision se rétrécir alors que Mathieu commençait à étaler des documents qui étaient censés prouver ma culpabilité. Les papiers avaient l'air officiels, papiers à en-tête de l'entreprise, ce qui semblait être la signature de papa, des notes de frais détaillées avec mon nom surligné en jaune. Ces factures montrent des paiements à l'entreprise d'aménagement paysager d'Audrey pour des travaux effectués sur divers chantiers au cours des 2 dernières années. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais enregistré d'entreprise d'aménagement paysager auprès de l'État, qu'elle n'a jamais effectué de travaux pour nous, et que le compte bancaire recevant ces paiements lui appartient personnellement. Il mentait. Chaque mot était un mensonge soigneusement construit, conçu pour détourner le blâme de lui-même et le rejeter sur moi. Mais les documents semblaient convaincants, et je pouvais voir le doute commencer à s'insinuer dans les expressions de mes parents. Mathieu avait passé 3 jours, non pas à réfléchir à ses crimes ou à se préparer à faire amende honorable. Il avait passé 72 heures à créer une mise en scène élaborée conçue pour détruire ma réputation et potentiellement m'envoyer en prison pour son vol. Les suites de la contre-accusation de Mathieu donnaient l'impression d'être piégé dans un cauchemar où la réalité ne cessait de se dérober sous mes pieds. Je fixais les faux documents étalés sur la table de la salle à manger de mes parents, chacun plus sophistiqué que le précédent. Il avait créé de faux échanges de mails entre moi et papa discutant de projets d'aménagement paysager qui n'avaient jamais existé.
Il avait produit des relevés bancaires montrant des dépôts de Durand BTP sur un compte censé appartenir à ma société fictive d'aménagement paysager. Le plus accablant de tout, il avait rédigé des notes de frais avec des détails méticuleux, y compris des photographies de travaux d'aménagement paysager terminés sur des chantiers que je n'avais jamais visités. C'est impossible, ai-je dit, ma voix semblant étrange et lointaine à mes propres oreilles. Je n'ai jamais possédé d'entreprise d'aménagement paysager. Je ne connais rien à l'aménagement paysager commercial. Ces documents sont des faux. Mathieu s'est adossé à sa chaise avec une expression satisfaite, comme un joueur d'échecs qui vient d'annoncer un échec et mat. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais les preuves sont accablantes. Je pense que tu as commencé petit, peut-être juste en gonflant quelques notes de frais, puis ça a dégénéré quand tu as réalisé à quel point il était facile de manipuler la confiance de papa. Papa a pris l'une des fausses factures, l'étudiant avec la même attention minutieuse qu'il accordait au plan de construction. L'entête semblait authentique, avec le logo de notre entreprise et nos coordonnées. Les descriptions des travaux d'aménagement paysager étaient détaillées et professionnelles, y compris des variétés de plantes spécifiques et des techniques de préparation du sol qui semblaient légitimes pour quelqu'un sans expertise dans ce domaine. Audrey, dit papa lentement, peux-tu expliquer pourquoi ton nom apparaît sur ces factures et pourquoi de l'argent a été transféré sur un compte bancaire lié à ton numéro de sécurité sociale? La question a révélé à quel point Mathieu avait préparé sa tromperie. Il n'avait pas seulement créé de faux papiers, il avait d'une manière ou d'une autre accédé à mes informations personnelles pour que la piste financière paraisse authentique. J'ai senti une panique grandissante en réalisant à quel point il serait difficile de réfuter des accusations construites avec un tel niveau de détail et de sophistication. Je dois engager un avocat, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. Et je veux qu'un expert comptable judiciaire examine chacun de ces documents. Si Mathieu prétend que j'ai volé l'entreprise, alors nous avons besoin d'une enquête professionnelle pour déterminer la vérité. Maman regardait alternativement Mathieu et moi, comme si elle assistait à un match de tennis. Son visage reflétait l'agonie d'une mère forcée de choisir lequel de ses enfants croire. Pourquoi l'un de vous volerait-il sa famille, murmura-t-elle. Comment en sommes-nous arrivés là? Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à rechercher des cabinets d'expertise comptable judiciaire en Île-de-France. J'avais besoin de quelqu'un avec de l'expérience dans les affaires de fraude financière, de préférence quelqu'un qui avait travaillé sur des enquêtes de détournement de fonds. Après 3 heures d'appels téléphoniques et de recherche en ligne, j'ai trouvé Chloé Tran chez Services Financiers Intégrité. Ses qualifications incluaient une certification d'expert comptable, un master en comptabilité judiciaire et 15 ans d'expérience à travailler avec des avocats de l'accusation et de la défense sur des affaires de criminalité en col blanc. Chloé a accepté de me rencontrer cet après-midi-là. Son bureau était situé dans un immeuble moderne à la Défense, et elle dégageait le genre de compétence tranquille qui m'a rendu prudemment optimiste pour la première fois depuis des jours. Elle a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, prenant des notes détaillées et posant des questions de clarification sur les délais et les relations. La documentation de votre frère a l'air professionnelle à première vue, a-t-elle dit après avoir examiné les papiers que Mathieu avait présentés. Mais il y a plusieurs signaux d'alarme qui suggèrent une falsification. La police de caractères utilisée dans ces factures ne correspond pas au format standard que la plupart des entreprises utilisaient il y a 2 ans. De plus, les métadonnées de ces documents numériques nous diront exactement quand ils ont été créés et quel logiciel a été utilisé. Pendant que Chloé commençait son analyse technique, j'ai contacté grand-père Georges pour un soutien moral. Il était resté convaincu de mon innocence tout au long de la présentation de Mathieu, ce qui signifiait tout pour moi pendant cette période de chaos familial. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un petit bistrot près de sa maison de retraite, et il a apporté des preuves supplémentaires qu'il avait recueillies. Je monte ce dossier depuis des mois, a expliqué Georges, étalant des relevés bancaires et des chèques annulés sur la petite table en formica. Mathieu est devenu négligent il y a environ 6 mois. Il a commencé à faire des retraits plus importants et à falsifier des signatures sur des chèques qui nécessitaient une double autorisation. Je pense que son addiction au jeu s'est aggravée et qu'il avait besoin de plus d'argent, plus vite. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait le jeu. Georges a expliqué qu'il avait discrètement enquêté sur les finances personnelles de Mathieu et découvert des voyages réguliers à Enghien-les-Bains, d'importantes avances de fonds sur des cartes de crédit et des transactions financières suspectes suggérant une personne ayant une grave addiction. Depuis combien de temps sais-tu pour le jeu, ai-je demandé. J'ai commencé à soupçonner quelque chose à Noël dernier, quand il m'a demandé un prêt personnel de 15 000 €.
Il a prétendu que c'était pour des opportunités d'investissement, mais il était évasif sur les détails et semblait désespérément en manque d'argent. Je ne lui ai pas donné l'argent, mais j'ai commencé à prêter plus d'attention à son comportement. L'enquête de Georges avait révélé un schéma de désespoir financier croissant. Mathieu avait épuisé le plafond de 3 cartes de crédit, pris des avances de fonds sur le prêt de sa BMW et même emprunté de l'argent à plusieurs de ses camarades de HEC. La pression pour maintenir son style de vie tout en nourrissant une addiction au jeu l'avait apparemment poussé au détournement de fonds comme solution. 2 jours plus tard, Chloé a appelé avec les résultats préliminaires de son analyse judiciaire. La nouvelle était encore pire que ce à quoi je m'attendais. La mise en scène de votre frère était extraordinairement sophistiquée, a-t-elle rapporté. Il a utilisé un logiciel de qualité professionnelle pour créer ces faux documents, et il planifie cette tromperie depuis environ 5 mois. Les métadonnées montrent qu'il a créé de faux dossiers financiers et de fausses pistes de mai, construisant systématiquement vers ce moment où il aurait besoin d'un bouc émissaire pour son vol. Chloé avait découvert que Mathieu avait accédé à mes informations personnelles par le biais de documents familiaux conservés chez mes parents. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour créer une entité commerciale fictive et avait surveillé mes comptes bancaires réels pour rendre sa fausse piste financière plus convaincante. Le plus troublant de tout, elle a trouvé des preuves qu'il avait été en contact avec un détective privé, planifiant apparemment de me faire arrêter pour vol qualifié. Les registres téléphoniques montrent de multiples conversations avec un certain Didier Castellani, qui dirige une agence de détectives privés spécialisée dans la constitution de dossiers criminels pour des clients d'entreprise, a expliqué Chloé. D'après le moment et la fréquence de ces appels, il semble que votre frère prévoyait de présenter des preuves aux forces de l'ordre et de porter plainte officiellement contre vous. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Mathieu n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait prévu de me faire arrêter et potentiellement emprisonner pour ses crimes. Il était prêt à détruire ma carrière, ma réputation et ma liberté pour se protéger des conséquences de son propre comportement criminel. L'enquête de Chloé a également révélé la véritable ampleur du vol de Mathieu. Les 87 000 € que Georges avait initialement identifiés n'étaient qu'une partie du total. Mathieu volait depuis près de 4 ans, pas 3, et le montant réel approchait les 130 000 € lorsque toutes les transactions frauduleuses étaient calculées. Il est devenu plus sophistiqué avec le temps, a expliqué Chloé. Les premiers vols étaient de simples notes de frais gonflées et des factures en double pour de petits montants. Mais à mesure que ses dettes de jeu augmentaient, il a commencé à créer des fournisseurs entièrement fictifs et à falsifier des chaînes d'approbation complexes pour des achats plus importants. Armé de l'analyse professionnelle de Chloé et des preuves à l'appui de Georges, j'ai convoqué une autre réunion de famille. Cette fois, j'étais préparé avec une documentation qui exposerait toute l'étendue de la tromperie et du comportement criminel de Mathieu. Mais je redoutais aussi le moment où mes parents devraient faire face à la réalité que leur enfant chéri avait été prêt à détruire sa propre sœur pour couvrir ses traces. La réunion était prévue pour samedi après-midi, donnant à Chloé le temps de préparer un rapport complet et me permettant de me préparer mentalement à ce qui serait probablement la conversation la plus difficile de ma vie. Je savais que présenter ces preuves déchirerait probablement ma famille de façon permanente, mais je savais aussi que laisser les mensonges de Mathieu perdurer serait bien plus destructeur à long terme. En me préparant à la confrontation, je ne pouvais m'empêcher de penser à tous les signes avant-coureurs qui avaient été ignorés au fil des ans. Le sentiment de supériorité de Mathieu, son manque de remords sincère lorsqu'il était pris dans de plus petits mensonges, sa volonté de manipuler les membres de sa famille pour son gain personnel. Tous ces comportements avaient été excusés ou rationalisés parce qu'il était l'enfant chéri qui ne pouvait faire aucun mal. Maintenant, la famille allait apprendre que leur enfant chéri était devenu un criminel, prêt à accuser sa propre sœur pour ses crimes. La révélation forcerait tout le monde à réévaluer des décennies de dynamique familiale et à faire face à la vérité inconfortable que leur favoritisme avait contribué à créer un monstre. Le samedi après-midi est arrivé avec le genre de temps frais d'octobre qui, normalement, aurait fait une parfaite réunion de famille. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assise dans ma voiture devant la maison de mes parents, tenant le rapport judiciaire complet de Chloé Tran et essayant de trouver le courage de franchir la porte d'entrée. Le poids de ce que j'étais sur le point de révéler me semblait écrasant. Non seulement les preuves des crimes de Mathieu, mais la manière systématique dont il avait prévu de me détruire pour se sauver. J'avais demandé à Chloé de m'accompagner pour donner une crédibilité professionnelle à ses conclusions. Elle était assise sur le siège passager, révisant ses notes une dernière fois, me jetant de temps en temps un regard empreint de cette sollicitude compatissante qui suggérait qu'elle avait déjà vu des familles déchirées par des crimes financiers. « Vous êtes prête ?» demanda-t-elle doucement.
Une fois que nous aurons présenté ces preuves, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre famille va devoir affronter des vérités très difficiles. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr d'être un jour vraiment prête pour ce qui allait se passer. Nous avons rassemblé nos affaires et avons remonté l'allée en briques familière qui menait à la maison où j'avais grandi, où Mathieu et moi avions joué ensemble enfants, où d'innombrables fêtes de famille avaient eu lieu au fil des ans. Papa a ouvert la porte, l'air d'avoir considérablement vieilli depuis les accusations de Mathieu. Son attitude habituellement confiante avait été remplacée par la posture incertaine d'un homme dont le monde s'écroulait autour de lui. Maman est apparue derrière lui, les yeux rouges et gonflés de larmes, serrant un mouchoir comme une bouée de sauvetage. Mathieu était déjà assis à la table de la salle à manger, sa mallette noire bien en évidence devant lui, comme une armure. Il avait disposé ses faux documents en piles bien ordonnées, se préparant à présenter à nouveau son cas. Sa confiance semblait inébranlable malgré le temps qui s'était écoulé depuis sa première présentation. Grand-père Georges est arrivé peu après Chloé et moi, portant une boîte en carton remplie de dossiers financiers supplémentaires qu'il avait récupérés au bureau. À 82 ans, il se déplaçait lentement mais avec détermination, sa main burinée stable alors qu'il posait ses preuves avec une précision minutieuse. Avant de commencer, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme et professionnelle, je veux que tout le monde sache que j'ai engagé Chloé Tran, une experte comptable judiciaire certifiée, pour mener une enquête indépendante sur les irrégularités financières affectant Durand BTP. Ses conclusions parleront d'elles-mêmes. Mathieu s'est penché en avant avec un sourire condescendant. Je pense que nous avons déjà établi les faits assez clairement. Engager une consultante coûteuse pour brouiller les pistes semble être une complication inutile. Chloé a ouvert son ordinateur portable et l'a connecté à un projecteur portable qu'elle avait apporté pour la présentation. La première diapositive affichait ses qualifications, certifications, diplômes, expériences professionnelles et une liste d'affaires de premier plan sur lesquelles elle avait travaillé. L'impact visuel a été immédiat et autoritaire. J'ai analysé chaque document présenté par les deux parties, a commencé Chloé, et je peux affirmer sans équivoque que les factures et les dossiers financiers que Mathieu a présentés comme preuve contre Audrey sont des contrefaçons sophistiquées. Elle a cliqué pour passer à la diapositive suivante, qui montrait une comparaison côte à côte des factures légitimes de Durand BTP d'il y a 2 ans par rapport aux fausses que Mathieu avait créées. Les différences étaient subtiles mais claires une fois signalées, police de caractères incorrects, formatage incohérent et signature numérique qui ne correspondaient pas au protocole d'authentification de l'entreprise. L'analyse des métadonnées est encore plus révélatrice, a poursuivi Chloé, passant à un écran rempli de données techniques. Ces documents, censés dater d'il y a 2 ans, ont en fait été créés mardi et mercredi dernier, en utilisant des logiciels actuels qui n'étaient pas disponibles à l'époque qu'ils sont censés représenter. L'expression confiante de Mathieu a commencé à vaciller alors que Chloé démolissait systématiquement sa tromperie soigneusement construite. Elle a présenté des en-têtes de mai qui prouvaient que la correspondance entre papa et moi avait été fabriquée, des relevés bancaires montrant que le compte recevant les paiements appartenait à une société écran que Mathieu avait créée en utilisant des informations personnelles volées. Et des registres d'appels démontrant son contact avec un détective privé. Plus inquiétant encore, a dit Chloé en cliquant sur une diapositive montrant les registres téléphoniques, il y a des preuves que Mathieu planifie cette mise en scène depuis environ 5 mois. Il a systématiquement construit de faux documents tout en intensifiant simultanément son vol chez Durand BTP. Papa a regardé l'écran, abasourdi, avant de se tourner directement vers Mathieu. Tu prévoyais de faire arrêter ta sœur pour des crimes que tu as commis? Pour la première fois depuis que je le connaissais, Mathieu semblait véritablement sans voix. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'est sorti. Le fondement de sa tromperie s'effondrait si complètement que même lui ne pouvait trouver un moyen de rationaliser ou de détourner ce qui était révélé. Maman s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet avec un bruit de craie sur un tableau noir. Ça ne se passe pas comme ça, a-t-elle dit, sa voix montant vers l'hystérie. Mes enfants ne sont pas des criminels. C'est juste une sorte d'horrible malentendu qui est devenu incontrôlable. Grand-père Georges a ouvert sa boîte en carton et a commencé à en sortir des preuves supplémentaires, des relevés bancaires. Des chèques annulés et des photos de Mathieu dans les casinos d'Anguien-les-Bains qui avaient été prises par le détective privé qu'il avait engagé pour documenter l'addiction au jeu. Le malentendu, a dit Georges fermement, c'est que nous avons encouragé le comportement destructeur de Mathieu pendant des années. Au lieu de le tenir responsable de ses actes. Le garçon doit 73 000 € à des parties de poker clandestines, et il vole l'entreprise familiale pour payer ses dettes de jeu.
La révélation des dettes de jeu a ajouté une autre couche de complexité à une situation déjà dévastatrice. Mathieu a finalement retrouvé sa voie, mais au lieu d'une confession ou de remords, il s'est lancé dans une diversion colérique. « Vous avez tous été contre moi depuis le début », a-t-il dit, la voix tremblante de rage. Audrey a été la fille préférée qui ne pouvait faire aucun mal, alors qu'on attendait de moi que je sois parfait en tout. Vous l'avez félicité pour avoir acheté des biens locatifs avec de l'argent qui venait probablement du détournement de notre entreprise, mais quand j'essaie de prendre des décisions de direction pour améliorer les opérations commerciales, on m'accuse d'être un criminel. L'accusation était si éloignée de la réalité que je me suis senti momentanément désorienté. Mathieu semblait sincèrement croire qu'il avait été traité injustement, que son vol était en quelque sorte justifié par un favoritisme familial perçu qui n'existait que dans son imagination. « Mathieu, a dit papa, la voix brisée par l'émotion, tu as eu tous les avantages. Une grande école, une BMW, un poste de direction que tu n'as pas mérité, et un soutien financier illimité. Comment peux-tu prétendre que tu as été traité injustement ?» Au lieu de répondre, Mathieu s'est levé si rapidement que sa chaise est tombée en arrière. Il a commencé à faire les 100 pas dans la salle à manger comme un animal en cage, ses mouvements devenant de plus en plus erratiques alors que les murs de sa tromperie s'effondraient autour de lui. « Très bien », a-t-il finalement explosé. « Peut-être que j'ai pris de l'argent de l'entreprise. Peut-être que j'ai pris des décisions financières sans obtenir l'autorisation appropriée, mais j'étais désespéré, et cette famille ne s'est jamais assez souciée de remarquer que j'avais des difficultés. » L'aveu partiel flottait dans l'air comme de la fumée, mais il a été immédiatement suivi d'une révélation encore plus choquante. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai des difficultés ?» La voix de Mathieu s'est brisée d'émotion. « Vous voulez savoir pourquoi je me suis senti comme un étranger toute ma vie ? C'est parce que je sais que je ne fais pas vraiment partie de cette famille. » Les mots ont frappé la pièce comme une bombe, et soudain, tout le monde regardait Mathieu avec des expressions de confusion et une appréhension grandissante. « J'ai trouvé mes papiers d'adoption quand j'avais 16 ans, a-t-il poursuivi, des larmes coulant maintenant sur son visage, cachées dans la boîte à bijoux de maman alors que je cherchais mon certificat de naissance pour obtenir mon permis de conduire. J'ai passé 12 ans à savoir que j'étais adopté, à savoir que je n'étais pas vraiment un Durand, à regarder Audrey réussir par ses propres moyens pendant qu'on me donnait tout par culpabilité de ne pas me dire la vérité. » La révélation expliquait tant de choses sur le comportement de Mathieu au fil des ans. Son sentiment de supériorité, son ressentiment envers moi, son besoin désespéré de validation constante et de preuves matérielles d'amour. Mais cela rendait aussi ses crimes encore plus tragiques, car sa douleur était basée sur une incompréhension fondamentale de ce que signifiait vraiment la famille. Maman s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. Papa avait l'air d'avoir été frappé physiquement, son visage blême et ses mains tremblantes alors qu'il assimilait ce que Mathieu avait révélé. « Chérie », a finalement réussi à dire maman à travers ses larmes, « l'adoption ne fait pas de toi moins notre fils. Tu avais 6 mois quand nous t'avons ramené de l'hôpital. Nous t'avons aimé comme notre enfant pendant 28 ans. Mais je ne suis pas votre vrai enfant, a répondu amèrement Mathieu. Audrey est votre fille biologique. C'est elle qui a hérité de votre éthique de travail et de votre sens des affaires. Je ne suis que le bébé d'un inconnu que vous avez recueilli et essayé de transformer en quelque chose que je n'étais jamais destiné à être. » La douleur dans sa voix était authentique et déchirante, mais elle n'excusait pas le vol systématique et la tentative de m'accuser pour ces crimes. En regardant mon frère s'effondrer devant toute notre famille, j'ai réalisé que son comportement criminel avait été motivé par des années de ressentiment et de doute de soi que personne d'entre nous n'avait reconnu ou traité. La confrontation avait révélé bien plus que de simples crimes financiers. Elle avait exposé des décennies de dysfonctionnement familial, de douleurs cachées et d'incompréhension fondamentale sur l'amour, l'appartenance et ce que signifie vraiment être une famille. Le silence qui a suivi la révélation de l'adoption de Mathieu s'est étiré jusqu'à devenir presque insupportable. Personne ne semblait savoir comment réagir à un changement aussi fondamental dans notre récit familial. Je me suis surprise à fixer mon frère, à le regarder vraiment pour la première fois depuis des années, et à essayer de comprendre l'idée que toute son entreprise criminelle avait été motivée par un secret qu'il avait porté seul depuis l'âge de 16 ans. Maman a été la première à rompre le silence, la voix pleine de larmes et de regrets. « Mathieu, mon chéri, nous aurions dû te parler de l'adoption dès le début. Nous comptions le faire, mais tu étais si jeune quand nous en avons parlé pour la première fois. Et puis, en grandissant, c'est devenu de plus en plus difficile de trouver le bon moment. » Papa a hoché la tête en signe d'accord, ses propres yeux s'emplissant de larmes.
Nous avions peur que tu te sentes différent ou que cela change la façon dont tu nous voyais en tant que parents. Nous pensions te protéger, mais nous avions clairement tort. Mathieu s'est affaissé dans sa chaise, la colère semblant se dissiper aussi vite qu'elle avait éclaté. J'ai passé 12 ans à me sentir comme un imposteur. Chaque photo de famille, chaque anniversaire, chaque réussite que vous célébriez, j'avais l'impression de faire semblant d'appartenir à un endroit où je n'avais pas vraiment ma place. La conversation qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que notre famille avait jamais connu. Des années de suppositions tacites et de ressentiments cachés se sont déversés alors que tout le monde essayait de mesurer l'ampleur de ce qui avait été révélé. Mais la présence de Chloé Tran dans la pièce rappelait que, sous toute la complexité émotionnelle, des crimes graves avaient été commis qui ne pouvaient être résolus par une simple thérapie familiale. Je comprends que c'est une situation incroyablement difficile, intervint doucement Chloé, mais nous devons toujours aborder la fraude financière qui a été documentée. Mathieu a admis avoir volé des fonds de l'entreprise, et il y a des preuves de détournement systématique totalisant plus de 130 000 €. Grand-père Georges a rouvert sa boîte de preuves et a sorti un dossier en manie qu'il n'avait montré à personne auparavant. Il y a autre chose que tout le monde doit savoir, a-t-il dit d'un air sombre. L'adoption de Mathieu n'était pas le secret que vous pensiez. Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs vieux documents, des dossiers d'hôpital, des certificats de naissance et des papiers juridiques qui semblaient avoir été conservés pendant des décennies. Les papiers étaient jaunis par le temps et manipulés avec la révérence prudente des artefacts historiques. Vos parents ont découvert que Mathieu connaissait son adoption il y a 7 ans, a poursuivi Georges. Sylvie a découvert que les papiers dans sa boîte à bijoux avaient été dérangés et elle a réalisé que quelqu'un les avait consultés. Ils ont engagé un détective privé pour surveiller le comportement de Mathieu, et il a confirmé que leur fils avait découvert la vérité sur ses parents biologiques. Cette révélation a frappé la pièce comme une deuxième explosion. Papa et maman se sont regardés avec des expressions de choc et de prise de conscience, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient soudainement en place. Vous saviez depuis 7 ans que je savais ? La voix de Mathieu était à peine plus qu'un murmure. Vous m'avez regardé me débattre avec ce secret en prétendant que vous ne saviez pas que je luttais. Maman a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées par de nouveaux sanglots. Nous ne savions pas comment aborder le sujet. Chaque fois que nous essayions de planifier une conversation, cela semblait trop énorme et trop compliqué. Et puis tu semblais bien réussir à l'école et dans ta vie sociale, alors nous nous sommes convaincus que peut-être tu avais digéré la chose et étais passé à autre chose. La voix de papa était creuse quand il a finalement parlé. La vérité, c'est que nous avons commencé à te donner plus de privilèges et d'opportunités après avoir réalisé que tu connaissais l'adoption. La BMW, le poste de direction, le soutien financier. Nous essayons de prouver que tu étais aimé et apprécié en tant que notre fils, même si tu n'étais pas biologiquement lié. Le schéma devenait clair, et il expliquait tant de choses sur notre dynamique familiale des dernières années. Le sentiment de supériorité de Mathieu ne s'était pas développé dans le vide. Il avait été systématiquement renforcé par des parents qui surcompensaient leur culpabilité de garder des secrets et leur peur de perdre l'affection de leur fils adoptif. Vous avez créé un monstre, a dit sèchement grand-père Georges. Au lieu d'avoir une conversation honnête sur l'adoption et ce que signifie vraiment la famille, vous avez encouragé un comportement de plus en plus mauvais parce que vous vous sentiez coupable de circonstances qui n'avaient jamais été honteuses au départ. Je me suis surprise à ressentir une étrange sympathie pour Mathieu, malgré tout ce qu'il avait fait. Le vol et la tentative de mise en scène étaient inexcusables, mais je commençais à comprendre le fondement émotionnel qui avait mené à des choix si destructeurs. Il avait passé 12 ans à se croire un étranger, recevant la charité de personnes qui se sentaient obligées de l'aimer, alors que la réalité était qu'il avait été sincèrement aimé par des parents qui avaient trop peur des conversations difficiles pour lui fournir l'honnêteté émotionnelle dont il avait besoin. Cela n'excuse pas le détournement de fonds, ai-je dit prudemment, essayant d'équilibrer l'empathie et la responsabilité. Mathieu, tu as volé plus de 100 000 € à l'entreprise de papa. Tu as falsifié des documents, créé de fausses entreprises et essayé de m'accuser de vol qualifié. Ce sont des crimes graves, quelle que soit la douleur émotionnelle qui les a motivés. Mathieu m'a regardé directement pour la première fois depuis le début de sa crise. Je sais que ce que j'ai fait était mal. J'ai commencé petit, juste en prenant quelques centaines d'euros ici et là pour couvrir des pertes de jeu. Mais une fois que ça a commencé, il m'a semblé impossible d'arrêter. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière, mais les dettes continuaient de croître et je me suis enfoncé avec des gens qui n'acceptent pas d'excuses pour les retards de paiement.
L'aveu était la chose la plus proche d'un remords sincère que j'avais entendu de Mathieu depuis le début de cette crise. Mais l'expression de grand-père Georges est restée sévère et impitoyable. L'addiction au jeu explique la motivation, a dit Georges. Mais ça n'explique pas pourquoi tu as passé des mois à planifier d'accuser ta sœur pour tes crimes. Ce niveau de tromperie requiert une malveillance calculée, pas seulement du désespoir. Mathieu est resté silencieux pendant plusieurs longs moments avant de répondre. J'étais terrifié à l'idée d'aller en prison. Je me suis convaincu qu'Audrey pourrait prouver son innocence à la fin, et qu'elle avait assez d'argent de ses investissements immobiliers pour engager de bons avocats. Je pensais qu'elle obtiendrait peut-être du sursis ou des travaux d'intérêt général, alors que moi, j'écoperais d'années de prison à cause du montant que j'avais volé. L'explication a révélé un niveau d'égoïsme et de rationalisation à couper le souffle. Mathieu avait été prêt à détruire ma carrière, ma réputation et potentiellement ma liberté parce qu'il croyait que j'étais mieux équipé que lui pour survivre aux conséquences de ses crimes. Chloé Tran avait écouté les révélations familiales avec un détachement professionnel, mais elle est finalement intervenue avec des préoccupations pratiques. Indépendamment de la dynamique familiale sous-jacente, nous devons discuter des prochaines étapes. Mathieu a avoué un détournement de fonds qualifié et une tentative de fraude. Cette affaire devra être signalée aux forces de l'ordre, et il y aura probablement des poursuites pénales. Le rappel que cette situation dépassait de loin le drame familial a ramené tout le monde à la réalité immédiate. Mathieu risquait une peine de prison sérieuse. La réputation de l'entreprise de construction pourrait être irrémédiablement endommagée, et les pertes financières pourraient être impossibles à récupérer entièrement. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Maman a regardé papa avec une expression qui semblait demander la permission pour quelque chose, et quand il a hoché la tête à contre-cœur, elle a ouvert son sac à main et en a sorti un petit enregistreur numérique. Il y a autre chose que vous devez savoir, a-t-elle dit, la voix tremblante en posant l'appareil sur la table. Nous sommes au courant de l'addiction au jeu de Mathieu depuis 2 ans. Nous connaissons la dette envers les parties de poker clandestines et le vol croissant dans l'entreprise. Elle a appuyé sur play, et la voix de Mathieu a rempli la pièce à travers le petit haut-parleur. L'enregistrement provenait d'une conversation téléphonique entre Mathieu et quelqu'un qui était clairement un usurier ou un collecteur de dettes de jeu. Mathieu plaidait pour plus de temps, promettant qu'il avait accès au fonds de l'entreprise de construction et décrivant son plan pour régler le problème de l'auditrice en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre dans la famille. L'enregistrement était une preuve dévastatrice que les crimes de Mathieu avaient été prémédités et que mes parents étaient au courant de son comportement criminel tout en le laissant continuer. Mais il révélait aussi la vérité la plus choquante de toutes, il savait qu'il prévoyait de m'accuser et il n'avait rien fait pour m'avertir ou me protéger de son complot. Le son de la voix de Mathieu sur l'enregistrement, avouant le vol et décrivant son plan pour m'accuser de ses crimes, a créé un silence si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Le poids de la trahison était écrasant, non seulement de la part de Mathieu, mais aussi de parents qui avaient connaissance de son plan pour me détruire et avaient choisi de le protéger à la place. Vous m'avez enregistré à mon insu, la voix de Mathieu était à peine audible, mais la blessure et l'incrédulité étaient indéniables. Vous avez espionné votre propre fils. Les mains de maman tremblaient en éteignant l'enregistreur. Nous avons engagé le détective privé que Georges a recommandé après que les dettes de jeu ont atteint 50 000 €. Nous pensions que si nous comprenions l'ampleur du problème, nous pourrions trouver un moyen de t'aider sans impliquer la police. La voix de papa était creuse alors qu'il poursuivait l'explication. Nous essayons de rassembler des preuves que nous pourrions utiliser pour négocier avec tes créanciers. Nous pensions que nous pourrions peut-être rembourser les dettes et te faire suivre un traitement pour l'addiction au jeu. La révélation que mes parents avaient mené une surveillance sur leur propre fils tout en encourageant son comportement criminel a ajouté une autre couche de dysfonctionnement à une situation déjà dévastatrice. Mais ce qui me blessait le plus, c'était de réaliser qu'il savait que Mathieu prévoyait de m'accuser et avait choisi de ne pas m'avertir. Depuis combien de temps saviez-vous qu'il prévoyait de me blâmer pour le vol, ai-je demandé, ma voix semblant étrange et lointaine à mes propres oreilles. Maman n'a pas pu croiser mon regard quand elle a répondu. 3 semaines. L'enregistrement date de 3 semaines. 3 semaines, ai-je répété, essayant de mesurer l'ampleur de leur trahison. Vous saviez depuis 3 semaines que Mathieu prévoyait de me faire arrêter pour vol qualifié et vous ne m'avez rien dit à ce sujet. Papa m'a finalement regardé directement, son visage reflétant une honte et un regret qui semblaient sincères mais arrivaient bien trop tard. Nous pensions pouvoir le convaincre d'avouer et de rembourser sans que personne ne soit blessé. Nous prévoyions d'organiser une intervention après le barbecue familial.
Le timing était presque ridiculement ironique. Ils avaient planifié une intervention pour le jour même où le vol de Mathieu avait été accidentellement exposé par ma mention désinvolte d'un investissement immobilier. Leur plan soigneusement orchestré pour protéger tout le monde avait été déjoué par une conversation aléatoire sur des biens locatifs. L'expression de grand-père Georges était celle d'une déception dégoûtée. Vous avez encouragé un comportement criminel pendant des mois tout en permettant qu'un membre innocent de la famille soit désigné comme bouc émissaire. Ce n'est pas de la protection, c'est de la collaboration. Mathieu s'est soudainement levé, sa chaise tombant à nouveau en arrière alors qu'il commençait à arpenter frénétiquement la salle à manger. L'enregistrement avait clairement anéanti son dernier espoir de maintenir une quelconque narration de victime sur sa situation. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant, a-t-il dit, sa voix prenant une qualité maniaque que je n'avais jamais entendue auparavant. Tout le monde sait la vérité. Ma vie est finie. Je vais aller en prison. Je ne travaillerai plus jamais dans le bâtiment et je passerai le reste de ma vie à être connu comme le criminel de la famille qui a essayé d'accuser sa propre sœur. Il s'est approché de la fenêtre et a regardé le jardin où toute cette crise avait commencé juste une semaine plus tôt. Quand il s'est retourné, son visage avait pris une expression de résignation calme qui était d'une certaine manière plus effrayante que sa panique antérieure. « Je ne peux pas vivre avec ça », a-t-il dit doucement. « Je ne peux pas affronter la prison et je ne peux pas affronter la honte de ce que j'ai fait à cette famille. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde si je disparaissais. » Le mot a envoyé un frisson dans la pièce qui n'avait rien à voir avec le temps d'octobre. Maman s'est immédiatement levée et s'est dirigée vers Mathieu, ses instincts maternels l'emportant sur tout ce qui s'était passé. « Ne dis pas de choses comme ça, a-t-elle dit, tendant la main pour toucher son bras. Nous allons surmonter ça en famille. Nous trouverons l'argent pour rembourser. Nous te trouverons l'aide dont tu as besoin pour l'addiction au jeu, et nous affronterons ensemble les conséquences légales. » Mathieu s'est dégagé de son contact et est allé dans la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec un flacon de médicaments sur ordonnance qu'il a brandi pour que tout le monde le voie. « Je pense à ça depuis des jours, » a-t-il dit, sa voix étrangement calme. « Ce sont des somnifères que le docteur Morin m'a prescrits après que je lui ai dit que j'étais anxieux à propos du travail. Je les ai gardés au lieu de les prendre. » La menace était claire, et maman a immédiatement fondu en nouvelles larmes tandis que papa cherchait son téléphone portable pour appeler le 15. Mathieu a ouvert le flacon et a versé ce qui semblait être 20 ou 30 pilules dans sa paume, les tenant là où tout le monde pouvait les voir. « Mathieu, ne fais pas ça », a plaidé papa, son doigt planant au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les résoudre ensemble. Ce n'est pas la solution. Mais alors que Mathieu levait la main vers sa bouche, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait regarder plus attentivement les pilules dans sa paume. Elles étaient blanches et rondes, mais la taille et la forme me semblaient familières. Je prenais des suppléments de vitamine C depuis des mois, et les pilules que Mathieu menaçait d'avaler ressemblaient à celles de mon armoire à pharmacie. « Arrête », ai-je dit, me levant et m'approchant pour examiner ce qu'il tenait. « Ce ne sont pas des somnifères. » Mathieu s'est figé, la main à mi-chemin de sa bouche, ses yeux rencontrant les miens avec une expression de surprise et de panique grandissante. « Ce sont des comprimés de vitamine C, ai-je poursuivi, reconnaissant la marque et le dosage spécifique que j'achetais en gros chez Auchan. Je peux voir la légère empreinte sur le côté qui dit Juvamine, 1000 mg. La pièce entière sembla se dégonfler alors que tout le monde réalisait que la menace de suicide de Mathieu était aussi fausse que les documents qu'il avait utilisés pour m'accuser de vol. Même son dernier stratagème désespéré était basé sur la tromperie et la manipulation. Chloé Tran, qui avait observé la dynamique familiale avec un détachement professionnel tout au long de la soirée, a finalement pris la parole avec un ton d'évaluation clinique. C'est une tactique de manipulation classique utilisée par les personnes présentant des traits de personnalité narcissique, a-t-elle dit de manière factuelle. Lorsque toutes les autres tentatives pour contrôler le récit échouent, elles ont recours à des menaces d'automutilation pour regagner la sympathie et éviter la responsabilité. L'évaluation psychologique a été livrée avec le même professionnalisme calme que Chloé avait utilisé pour présenter ses conclusions de comptabilité judiciaire, mais elle a eu pour effet de dépouiller les derniers vestiges de la narration de victime de Mathieu. Papa a lentement baissé son téléphone sans passer l'appel d'urgence. Maman a cessé de pleurer et a fixé Mathieu avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la déception mêlée à la reconnaissance que son fils n'était pas la personne qu'elle avait cru qu'il était. Même ta tentative de suicide est fausse, la voix de maman portait une note de trahison incrédule.
Depuis combien de temps manipules-tu cette famille avec des mensonges et de la théâtralité? Mathieu a laissé tomber les comprimés de vitamines de sa main, les petites pilules blanches se dispersant sur le parquet comme des confettis. Ses épaules se sont affaissées de défaite alors qu'il réalisait que sa dernière tentative de manipuler la situation avait complètement échoué. Je n'allais pas vraiment me faire de mal, a-t-il admis doucement. Je voulais juste que tout le monde arrête d'être si en colère et se souvienne que je fais toujours partie de cette famille, malgré ce que j'ai fait. L'aveu a été la goutte d'eau pour grand-père Georges, qui s'est levé lentement et a fixé Mathieu d'un regard porteur de 8 décennies de sagesse et de déception accumulées. Mon garçon, tu as menti sur tout le reste, et maintenant tu mens sur le fait de vouloir te tuer. Tu as volé ton père, accusé ta sœur de crimes qualifiés et manipulé l'amour de tes parents pour encourager un comportement criminel. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Tu es l'auteur. Georges a rassemblé ses dossiers de preuves et s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant seulement pour livrer un jugement final qui entrait Mathieu pendant des années. Les vrais membres d'une famille ne se détruisent pas les uns les autres pour se sauver. Ce que tu as fait prouve que tu n'as jamais compris ce que signifiait être un Durand, adoption ou pas. Alors que la porte se refermait derrière mon grand-père, j'ai réalisé que la confrontation était enfin terminée. Le réseau élaboré de mensonges, de manipulations et de comportements criminels de Mathieu avait été complètement exposé, et il n'y aurait plus d'occasion pour lui de rejeter la faute ou d'éviter la responsabilité. La fausse tentative de suicide avait été sa dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui échappait à sa capacité de manipulation, mais elle n'avait réussi qu'à révéler toute l'étendue de sa volonté de tromper et de manipuler les personnes qu'il aimait le plus. Les suites de la fausse tentative de suicide de Mathieu ont marqué le début de la période la plus difficile de l'histoire de notre famille, mais elles sont aussi devenues le fondement d'une guérison et d'une croissance authentique. Le lundi matin suivant, papa a appelé la police pour signaler le détournement de fonds, armé de toutes les preuves que Georges et Chloé Tran avaient compilées. Mathieu a été arrêté au bureau de l'entreprise de construction alors qu'il tentait de supprimer des fichiers informatiques contenant des preuves supplémentaires de sa fraude. Le processus judiciaire a avancé rapidement une fois que les autorités ont été impliquées. Les falsifications sophistiquées de Mathieu et la tentative de mise en scène ont élevé les charges de simple détournement de fonds à fraude aggravée avec intention d'entraver la justice. Le bureau du procureur était particulièrement intéressé par la manière systématique dont il avait prévu de me détruire dans le cadre de son plan de dissimulation. L'avocat de Mathieu a négocié un accord de plaidoyer qui a abouti à une peine de 18 mois dans une prison à sécurité minimale, 3 ans de probation supervisée et le remboursement intégral des 137 000 € qu'il avait volés. Les dettes de jeu envers des opérateurs clandestins étaient une affaire distincte qui a obligé papa à prendre une deuxième hypothèque sur la maison familiale pour protéger Mathieu de violences potentielles. Pendant les 6 mois entre l'arrestation et la condamnation de Mathieu, notre famille a entamé une thérapie intensive pour traiter des décennies de dysfonctionnement qui avaient contribué à la crise. Les séances avec le docteur Isabelle Martinez étaient douloureuses mais nécessaires, nous forçant tous à affronter des vérités inconfortables sur le favoritisme, le comportement de complaisance et la différence entre l'amour et la culpabilité. Maman a eu le plus de mal à accepter la responsabilité de son rôle dans la déchéance de Mathieu. Ses instincts maternels avaient été si concentrés sur le fait de le protéger des conséquences qu'elle ne lui avait jamais permis de développer une véritable responsabilité ou une conscience de soi. Papa avait des problèmes similaires pour reconnaître comment sa culpabilité concernant le secret de l'adoption l'avait conduit à créer un environnement où Mathieu se sentait en droit de recevoir un traitement spécial, quel que soit son comportement. Je me suis retrouvé à gérer des sentiments complexes de colère, de trahison et un deuil inattendu pour le frère que je pensais connaître. Les séances de thérapie m'ont aidé à comprendre que le statut d'adopté de Mathieu n'avait jamais eu d'importance pour moi. Il avait été mon petit frère agaçant, qui recevait plus d'attention que ce qui semblait juste, mais il avait toujours fait partie de la famille. Sa perception d'être un étranger avait été entièrement auto-créée, basée sur des secrets et des suppositions plutôt que sur la dynamique familiale réelle. Le développement le plus surprenant pendant cette période a été la transformation progressive de Mathieu en prison. L'environnement structuré et le conseil obligatoire pour l'addiction aux jeux l'ont forcé à affronter son comportement d'une manière que la pression familiale n'avait jamais accomplie. Il a écrit des lettres à moi et à nos parents, reconnaissant toute l'étendue de ses crimes et acceptant la responsabilité sans chercher d'excuses ni de sympathie. Sa première lettre m'est parvenue 4 mois après le début de sa peine. Audrey, je sais que m'excuser n'annule pas les dommages que j'ai causés ni ne compense la peur et le stress que je t'ai fait subir. J'ai passé des mois à planifier de te faire arrêter pour des crimes que j'ai commis, et il n'y a aucune explication qui rende cela acceptable.
J'étais prêt à détruire ta vie pour me sauver des conséquences que je méritais. Ce n'est pas quelque chose qu'un vrai frère ferait, et je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler. La lettre continuait sur 3 pages, détaillant sa reconnaissance des tactiques de manipulation qu'il avait utilisées tout au long de sa vie et son engagement envers un changement authentique plutôt que de simplement dire ce que les gens voulaient entendre. C'était la première communication de Mathieu qui semblait complètement honnête et dépourvue de rationalisation égocentrique. Pendant que Mathieu purgeait sa peine, j'ai continué à développer mon portefeuille immobilier avec une concentration et une énergie renouvelée. Le stress de l'enquête criminelle m'avait en fait motivé à travailler plus dur, et j'ai utilisé l'intensité émotionnelle comme carburant pour ma croissance professionnelle. Au moment de la libération de Mathieu, je possédais 7 biens locatifs et j'avais lancé une entreprise de conseil pour aider d'autres femmes à apprendre les stratégies d'investissement immobilier. Papa a restructuré Durand BTP avec de nouvelles procédures de surveillance financière et a fait de Georges un partenaire officiel plutôt qu'un simple investisseur silencieux. La réputation de l'entreprise s'est progressivement rétablie à mesure que les clients apprenaient que la famille avait volontairement signalé le détournement de fonds et procédé au remboursement intégral sans y être forcé par la police. La libération de Mathieu de prison a été gérée avec soin, avec des limites et des attentes claires établies à l'avance. Il a emménagé dans un foyer de transition plutôt que de retourner vivre avec nos parents, et il a trouvé du travail comme ouvrier du bâtiment dans une entreprise qui embauchait des personnes ayant un casier judiciaire. Le travail manuel était humiliant pour quelqu'un qui s'attendait à hériter d'un poste de direction, mais c'était aussi thérapeutique, le forçant à gagner le respect par sa performance au travail plutôt que par ses relations familiales. La première fois que j'ai vu Mathieu après sa libération, c'était lors d'un dîner de famille 6 mois plus tard. Il avait l'air différent, plus mince, plus prudent dans ses mouvements, et visiblement humble d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le sentiment de supériorité arrogant qui avait caractérisé sa personnalité pendant des années avait été remplacé par un remords sincère et ce qui semblait être une authentique conscience de soi. Je sais que ça ne répare rien, m'a-t-il dit en privé après le dîner, mais je veux que tu saches que je pense à ce que je t'ai fait tous les jours. Tu as travaillé dur pour construire quelque chose de réel pendant que je volais et mentais pour maintenir un style de vie que je n'avais pas gagné. Tu méritais un frère qui soutenait ton succès au lieu d'un qui essayait de le détruire par jalousie et égoïsme. La conversation était maladroite mais nécessaire, et elle a marqué le début d'une reconstruction progressive de notre relation, basée sur l'honnêteté plutôt que sur une histoire partagée. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. La confiance devait se mériter par un comportement constant au fil du temps, mais j'étais prête à permettre la possibilité d'une réconciliation éventuelle si ces changements s'avéraient authentiques et durables. 2 ans plus tard, Mathieu était resté sobre du jeu, avait remboursé 60% de sa dette grâce à un emploi stable et avait développé une relation avec Sarah Martin, une assistante sociale qui connaissait son passé criminel depuis le début. Leur relation était basée sur une honnêteté totale, ce qui était révolutionnaire pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à manipuler les gens par le charme et la tromperie. Le moment de guérison le plus significatif est survenu lors de la célébration du 85e anniversaire de grand-père Georges. Mathieu s'est approché de moi pendant la fête et m'a demandé s'il pouvait parler à toute la famille. Alors que tout le monde était rassemblé dans le même jardin où cette crise avait commencé 3 ans plus tôt, il a prononcé un discours qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu de sa part. Je veux remercier Audrey d'avoir refusé d'encourager mon comportement destructeur, même quand il aurait été plus facile de me laisser m'en tirer en manipulant la sympathie de tout le monde, a-t-il dit, la voix stable et sincère. J'ai passé des années à croire que j'étais la victime d'un traitement injuste, alors que la réalité était que j'avais eu tous les avantages et que j'avais choisi de les gaspiller tous. Audrey a réussi par son propre travail acharné pendant que je volais la famille et que je prévoyais de l'accuser pour mes crimes. Elle avait tout à fait le droit de me haïr pour toujours, mais au lieu de cela, elle m'a donné l'opportunité de regagner sa confiance en devenant quelqu'un digne d'être son frère. Le discours s'est poursuivi avec des excuses sincères à nos parents pour avoir exploité leur amour et leur culpabilité, la reconnaissance de la douleur qu'il avait causée à toute la famille et l'engagement à poursuivre la croissance personnelle que la prison l'avait forcé à entreprendre. C'était la première fois que j'entendais Mathieu assumer l'entière responsabilité de ses actes sans chercher d'excuses ni de sympathie. En l'écoutant parler, j'ai réalisé que l'enfant chéri à qui on avait tout donné mais qui n'avait rien mérité avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris la valeur de l'honnêteté, de la responsabilité et des relations authentiques basées sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation. La famille qui a émergé de cette crise était plus saine que celle qui existait auparavant. Nous avions appris à nous aimer sans culpabilité ni complaisance, à avoir des conversations difficiles sans éviter les vérités inconfortables,
et à nous tenir mutuellement responsables tout en offrant un soutien pour une croissance et un changement authentique. Mon entreprise immobilière a continué à prospérer, et j'ai commencé à encadrer d'autres jeunes femmes qui voulaient construire leur indépendance financière grâce à l'investissement immobilier. Mathieu a trouvé l'épanouissement dans un travail de construction qu'il a mérité par ses compétences et sa fiabilité plutôt que par ses relations familiales. Nos parents ont appris à montrer leur amour par l'honnêteté et des limites appropriées plutôt que par une indulgence motivée par la culpabilité. La leçon la plus importante que nous avons apprise est que les vrais liens familiaux ne sont pas créés par les liens du sang ni maintenus par la générosité matérielle. Les vraies connexions familiales sont bâties sur l'honnêteté, la responsabilité et la volonté de s'aimer assez pour refuser d'encourager un comportement destructeur, même lorsque la vérité est douloureuse à affronter. L'adoption de Mathieu n'avait jamais fait de lui moins endurant. Son comportement criminel et sa volonté de détruire des membres de sa famille pour se protéger, voilà ce qui l'avait rendu indigne du nom de la famille. Mais son engagement envers un changement et une responsabilité authentique lui avait progressivement valu le droit d'être à nouveau appelé notre frère. 3 ans après ce barbecue familial qui avait commencé par une bouteille de bière lancée et des accusations de vol, nous nous sommes réunis à nouveau dans le même jardin pour l'anniversaire de Georges. Cette fois, il n'y avait pas de secret, pas de ressentiment caché et personne ne recevait de traitement de faveur qu'il n'avait pas mérité. Nous étions enfin une vraie famille, bâtie sur la vérité plutôt que sur la culpabilité, et unis par un amour assez fort pour exiger le meilleur les uns des autres. L'enfant chéri à qui on avait tout donné mais qui n'avait rien apprécié avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait appris que les choses les plus précieuses de la vie, la confiance, le respect et les liens familiaux authentiques ne peuvent être gagnés que par un effort honnête et maintenu par une intégrité constante. Cette transformation avait nécessité des poursuites pénales, un séjour en prison et des années de travail acharné, mais elle avait finalement sauvé non seulement Mathieu, mais toute notre famille. En regardant mon frère aider Georges à souffler ses bougies d'anniversaire, j'ai réfléchi à combien nous avions tous grandi à travers cette crise. Parfois, les expériences les plus douloureuses deviennent le fondement de la croissance la plus significative, et le membre de la famille qui nous a presque détruits était finalement devenu le catalyseur qui nous a rendus plus forts que nous ne l'avions jamais été.